Vous écoutez les podcasts du Chaglouton. Ici on parle marketing, engagement, éducation populaire et psychologie. Car tout ceci est lié. On est sur un focus marketing aujourd'hui et on va parler de marketing vert et de greenwashing. La conscience écologique s'est bien développée ces dernières années, surtout avec la crise sanitaire du Covid-19. C'est une bonne chose, parce qu'il est grand temps que chacun réalise l'impact de son empreinte carbone et le risque représenté par le réchauffement climatique. Alors on a de nouveaux modes de consommation, enfin plutôt d'anciens modes de consommation qui sont revenus au goût du jour, surtout les modes de consommation de nos ancêtres du Sud. Moins d'emballage, plus de naturel, moins de chimie, moins de produits toxiques et surtout plus de qualité. Le marketing vert nous vend du rêve, parce que oui, nous rêvons tous de mieux consommer pour mieux vivre. Seulement, est-ce qu'on est sûr que ce marketing répond à ce besoin particulier ? C'est là que le bas blesse. Parce que déjà, la pureté n'existe pas, peu importe les meilleures intentions du monde. Un produit ne peut pas être vert à 100% et l'empreinte carbone zéro n'existe pas. La tentation du greenwashing pour les marques est grande. Et il n'est pas rare qu'on nous vende des produits qui n'ont de vert que le nom. Mais c'est pas ça le plus gros problème. On connaît tous la fameuse pyramide de Maslow qui hiérarchise nos besoins. À la base, nos besoins vitaux comme l'accès à une nourriture en quantité suffisante et un logement décent. Et tout en haut, on a le besoin d'appartenance, de reconnaissance, de validation. Pourtant, si l'urgence du réchauffement climatique est reconnue comme un besoin vital, le marketing vert cible beaucoup trop souvent les populations qui en sont déjà à franchir le sommet de cette fameuse pyramide. Le résultat ? De nombreuses absurdités, des produits beaucoup plus chers que leur valeur réelle à cause d'une quête de rareté élitiste à peine déguisée, une incitation à jeter ce que l'on possède déjà pour acheter une version plus verte, une culpabilisation de la consommation de masse et une surexploitation des ressources, pour ne pas dire pillage, dans les pays du Sud. On est donc loin de l'éthique affichée. Il semblerait même que ce soit beaucoup trop souvent le contraire. Sinon, comment on explique le peu de mise en relief entre des influenceurs qui vivent entre Bali et Bangkok en voyageant toute l'année en avion, tout ça pour profiter des restos véganes et des fruits exotiques toute l'année et vivre dans le luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre dans les pays occidentaux. Et à côté de ça, on a les étudiants qui galèrent, ou n'importe quelle personne précaire en fait, dans les pays occidentaux qui galèrent et qui se fait culpabiliser à longueur de messages parce que de temps en temps il s'offre un steak de viande industrielle qu'il a acheté dans le supermarché du coin. Vu sous cet angle, la consommation verte ou éthique ressemble de plus en plus à un autre mécanisme de domination sociale. Finalement, si le besoin de consommation éthique / verte est de plus en plus fort, il faut y répondre, mais de manière honnête et transparente, et surtout de manière accessible. Alors comme ça, on pourrait favoriser les démarches minimalistes, où on fuirait les incitations à l'achat intrusives et superflues, où on préfère la seconde main, la réparation, la conservation, et même la fabrication si on en a la charge mentale nécessaire, plutôt que de nouveaux achats. On s'autoriserait à
conserver, à consommer ce que l'on aime, on s'autoriserait à vivre, à aimer ce que l'on a déjà en fait. Euh, et là, on pourrait se permettre plus de qualité. On aurait une meilleure qualité de vie et on ne serait pas dans une logique de pénurie extrêmement frustrante.